le sens de l'odorat, entre les cellules qui captent les odeurs au niveau de l'épithélium olfactif et le cortex, donc la zone qui va faire émerger notre conscience des odeurs, il y a seulement deux synapses. Deux synapses, ça veut dire 2 points de contact. Alors que pour les autres sens, la vue, l'ouïe, le toucher, on a une série de relais qui sont 5-6 connexions, ce qui fait que l'odorat, c'est vraiment un sens particulier qui se différencie des autres. Vraiment, il a une connexion directe avec le cerveau, et en particulier, pas n'importe quel cerveau, le cerveau qu'on appelle limbique, c'est celui qui traite les émotions. Et des choses récentes qui ont été illustrées récemment du point de vue anatomique, c'est ce lien direct qu'il y a entre le système olfactif et les premiers neurones du système olfactif et l'amygdale. L'amygdale, c'est le centre du cerveau qui traite les émotions. Et c'est très important de voir ce point-là du point de vue de notre relation avec le codage inné des odeurs et le codage qu'on a par l'apprentissage. On a dans notre patrimoine génétique, on a des gènes qui codent pour des récepteurs. Et on sait qu'il y a des odeurs qui sont particulièrement qui entraînent une réaction complètement innée. Je pense par exemple à des odeurs de fermentation très fortes, de vomi, etc. Ces odeurs, typiquement l'acide butyrique, c'est une molécule qu'on retrouve dans ces composés-là. Et le cerveau a développé un circuit pour rapidement réagir à ces molécules. Pourquoi ? Parce que ça a un sens purement adaptatif. Si vous croquez un fruit pourri, il faut rapidement que vous puissiez réagir avant de l'avaler. Sinon, vous allez avoir une indigestion, vous pouvez en mourir. Il faut tout de suite que le cerveau puisse réagir rapidement. Et ça, du point de vue évolutif, ça a du sens vraiment du point de vue de la survie de l'espèce. Je parlais des gènes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les gènes qui composent notre système olfactif, ils sont très nombreux. On a 350 gènes différents, donc 350 récepteurs différents dans notre épithélium olfactif. Pour vous donner un ordre d'idée de l'importance de ce chiffre, pour la vue, on a 3 photorécepteurs différents, le bleu, le rouge et le vert. Et seulement ces 3 récepteurs nous permettent de voir environ 10 millions de couleurs. Le spectre de couleurs qu'on peut observer, il est autour de 10 millions de couleurs différentes. Mais alors quand on a 350 récepteurs olfactifs, vous imaginez bien la puissance de cet organe en termes de discrimination. Et c'est très récemment, c'est en 2014, qu'une équipe a essayé de se reposer cette question. Combien d'odeurs on est capable de distinguer avec notre nez, et avec cet organe qui a 350 récepteurs? Et on estime que le nez est capable de discriminer autour de 1000 milliards d'odeurs différentes. Donc 1000 milliards, ça place l'olfaction bien au-dessus de tous nos autres sens en termes de capacité de distinguer des stimuli différents. J'ai bien dit distinguer, j'ai pas dit mémoriser. La mémoire, c'est un autre aspect de l'odorat. Distinguer, ça veut dire faire la différence, mais mémoriser, on estime qu'on peut mémoriser entre 2000 et 5000 odeurs. 5000 odeurs, c'est vraiment pour les monstres de sommellerie et de parfumerie, je dirais. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que le patrimoine génétique qu'on a de ces 350 récepteurs, il est différent dans chacun de nous. On est tous différents au niveau olfactif. On a des gènes qui sont un petit peu différents, qui ont des petites variations, et qui fait que moi, je vais sentir un peu différent de vous, ou d'une sommelière, ou d'un autre. C'est vraiment codé dans nos gènes. Et d'ailleurs, me vient cette réflexion en vous écoutant, on parle beaucoup des hypermnésiques de la mémoire, il y a les hypermnésiques du nez, ça doit être horrible comme Alors, vie, non ? hypermnésique, ça veut dire mémoire importante et surdimensionnée. La mémoire olfactive, c'est vraiment quelque chose qui ne se passe pas au niveau du système olfactif en tant que tel, mais c'est vraiment au niveau du cortex, de là où se place la mémoire. La mémoire, ça fascine beaucoup de gens, et encore beaucoup de scientifiques. On ne sait pas encore très bien comment se structure cette mémoire. Ce qu'on sait, c'est que la mémoire, ça invoque des connexions entre différentes structures, parce que quand on enregistre une information olfactive, on enregistre une odeur, mais on enregistre aussi tout le contexte qu'il y a autour, le nom de cette sensation. Est-ce que c'est plutôt sucré, salé? Est-ce que c'est acide? Est-ce que ça m'évoque un fruit? Est-ce que ça m'évoque une couleur? Donc la mémoire, c'est aussi quelque chose d'associatif. On crée des connexions dans le cerveau. Et ça, l'odeur est particulièrement, ça on le sait tous, l'odeur est particulièrement évocatrice parce qu'elle est capable de créer des associations entre d'autres concepts qu'on a mémorisés. Et c'est comme ça que c'est important justement d'être capable de mémoriser une odeur avec d'autres paramètres. L'acte de dégustation, il est multisensoriel. Quand vous dégustez, vous allez sentir, mais vous allez aussi goûter. Vous allez sentir des textures différentes dans la bouche.
des textures, je pense à des textures, est-ce qu'il y a un gras particulier? Est-ce que les tanins qui vont interagir avec les protéines de la salive vont créer une astringence? Et tout ça, ensuite, je pense aussi bien sûr, on a parlé de la mer un petit peu tout à l'heure avec Monsieur Pitt et Jacques Dupont. La mer, j'ouvre une petite parenthèse, la mer c'est vraiment quelque chose qui est assez original dans le sens du goût. Le sens du goût, donc, c'est 5 saveurs: sucré, salé, acide, amer et umami, le sens des acides aminés. Chacun des 4 sens, umami, salé, sucré et acide, sont tous codés par un récepteur. Il suffit d'un récepteur pour coder cette sensation. Pour la mer, on a chez l'homme 25 récepteurs. Ce qui vous montre bien la diversité des sensations amères qu'on peut sentir avec notre langue. Beaucoup plus que l'acide. Et ce qui montre aussi la variabilité des gens. Au niveau culturel, on va avoir des sensations amères différentes. Entre vous et moi, on va avoir des sensations qui sont probablement différentes. Et donc, ça explique en partie des différences culturelles qu'on pourrait avoir entre la France et d'autres pays, d'autres cultures qui ont une culture du goût un peu différente. Là-dessus, j'aimerais d'ailleurs revenir sur... Juste avant que vous reveniez, on va passer la parole à Caroline, parce que de la théorie à la pratique. Donc, comment vous vivez ça dans votre quotidien, j'allais dire, dans votre métier? Et je trouve que c'est tout à fait pertinent d'avoir ces 2 phases de reconnaissance et de mémoire. En effet, quand on goûte un vin, moi j'aime beaucoup me soumettre aux dégustations à l'aveugle, comme beaucoup de mes confrères et consoeurs. C'est un petit peu le jeu qui nous permet justement de chercher dans notre mémoire et va nous permettre d'identifier un vin par rapport à un moment de dégustation qu'on a déjà eu ou des typicités de vins, de régions ou de cépages. Donc, effectivement, on a vraiment ces 2 phases qui se positionnent et moi j'ai commencé en fait avant d'être sommelière. Oui, puisque votre mère travaillait dans une parfumerie, c'est ça? Donc c'était vraiment associé un parfum à une personne. Enfin, je reconnaissais un parfum et ça me faisait penser à quelqu'un. Et c'est vrai que souvent on a cette impression, un parfum que quelqu'un porte d'une manière ou d'une autre et fait qu'on repense à cette personne. On a reconnu le parfum et après on repense à une personne. Et les odeurs, c'est déterminant dans votre exercice professionnel, c'est-à-dire que c'est partie intégrante de votre art, de votre talent. Oui, donc on a les 3 phases de dégustation, c'est le visuel, le visuel, l'olfactif et le goût. Donc ça fait partie d'une des 3 parties dans la dégustation d'un vin. Et alors certains sont plus sensibles à l'aspect olfactif, d'autres plus sensibles à l'aspect gustatif. Je vois surtout les différences au niveau du goût de bouchon, par exemple. Moi, je le détecte plus facilement au nez qu'en bouche. Et certaines personnes sont, à l'inverse, plus sensibles en bouche qu'au nez. Donc chacun a des sensibilités plus olfactives ou plus gustatives. Et j'ai l'impression que les femmes ont une sensibilité olfactive plus développée et les hommes plus au niveau gustatif. C'est ce que j'ai pu remarquer. Après, je ne sais pas si de manière scientifique, c'est... Alors, ce qu'on a... La science. La science n'a pas forcément toutes les réponses, heureusement. Surtout sur le vin, qui est un produit qui est très raffiné, qui est subtil, qui est complexe, qui va un peu au-delà de nos capacités pour comprendre ce produit. Les femmes, on sait qu'elles ont elles ont un sens olfactif qui est un petit peu plus fin sur certains arômes en particulier, sur certains récepteurs. Donc on ne sait pas quel arôme en fait elles sont plus sensibles, mais on voit qu'au niveau statistique, elles ont une sensibilité plus forte. Et je suis sûr que ça, les vignerons nous le diront. Quand il s'agit de faire un assemblage à un moment, parlons plutôt des Bordelais par exemple, quand il s'agit d'assembler les vins, souvent on invite nos moitiés à venir goûter, à faire l'assemblage avec nous, pour pouvoir guider un peu notre olfaction, parce qu'on a parfois une olfaction un petit peu différente. Et c'est important d'apporter une sensibilité, une éducation un peu différente. D'ailleurs, comment se construit notre expérience sensorielle singulière? C'est-à-dire que chacun, on a une expérience sensorielle différente. Comment ça se forme en fait? Tout à fait. Donc, ça, c'est le 2e niveau de variabilité qu'il y a entre tout le monde. On a parlé de la génétique, mais l'autre expérience importante, c'est notre apprentissage des odeurs. On a appris les odeurs dans des contextes différents. J'ai appris l'odeur de citron quand j'avais l'âge de 2 ans, et j'ai appris à associer le jaune avec le citron, le acide avec le citron. Et donc l'apprentissage se fait vraiment, à chacun on crée un apprentissage différent. Et là où le cerveau a un problème, c'est que les odeurs qu'on va sentir sont immensément riches et immensément complexes,
et on ne peut pas coder ça dans les gènes, c'est pas possible. Il y a trop d'odeurs différentes. Je vous ai dit qu'on était capable de sentir 1000 milliards d'odeurs, il n'y a pas assez de gènes pour coder ça. Donc le cerveau va utiliser des principes de connectivité particulière, qu'on appelle des connectivités aléatoires, qui va permettre de mémoriser un paquet d'odeurs. C'est la garde de triage en fait. C'est une forme de garde de triage qui va être adaptative. C'est-à-dire qu'en fonction de votre environnement, vous allez apprendre ces odeurs et vous allez les emmagasiner. Et surtout les associer avec des concepts. Et l'éducation sensorielle, c'est important au niveau aussi du point de vue culturel, puisque c'est ça qui va nous construire olfactivement et qui va en fait être notre reflet. Quand on va prendre un verre de vin et qu'on va sentir les odeurs qu'on perçoit, c'est en fait le reflet de notre expérience olfactive. Le reflet de ce qu'on a vécu, le reflet de nos sensations, de nos évocations qu'on a eues dans le passé. Et en ressentant ces arômes, on reconnecte des arômes qu'on a enregistrés dans notre cerveau, qui nous ont émus ou pas, et qu'on a enregistrés avec d'autres concepts. Et le cerveau fonctionne justement beaucoup avec des prototypes, en fait. C'est intéressant de voir comment aussi on verbalise les termes olfactifs. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'odeurs différentes, et on n'a pas assez de mots de vocabulaire pour décrire toutes ces odeurs. Ça, c'est un gros problème, c'est une frustration à la fois des commentateurs de vin, mais aussi des scientifiques comme nous. On ne peut pas mettre un mot sur toutes les odeurs, c'est pas possible. Notre langage est trop pauvre pour ça. Et donc on va fonctionner par des images. Ah, ça me rappelle tel vin, telle chose. Et on fonctionne avec des prototypes un petit peu dans la tête. Et j'aimerais juste, comme on est dans un petit atelier et que Jacques Dupont nous a incité à pousser des petits coups de gueule, j'aimerais pousser un petit coup de gueule personnel justement sur cet aspect d'éducation sensorielle. J'ai des amis qui sont allés à Hong Kong à Vinexpo et qui voient des armées d'Australiens qui viennent faire l'éducation sensorielle des sommeliers, des œnologues chinois, des chefs de rayon, des restaurateurs, qui viennent leur apprendre à sentir les odeurs avec le prisme du vin australien, apprendre le terroir, apprendre tout ça. Et donc on a des générations ici de sommeliers et d'œnologues et de chefs de rayon en Chine qui sont éduqués sur les arômes australiens et qui vont passer complètement à côté d'une perception ou d'un prisme qui pourrait être plutôt français. Et c'est un coup de gueule parce qu'on est en train de passer à côté un petit peu de l'éducation chinoise, entre guillemets, et l'éducation sensorielle, c'est fondamental pour comprendre un vin. Et ça, vous le savez tous, on va prendre un vin qu'on connaît. On est attiré par un vin qu'on connaît, qu'on a appris à déguster, qu'on a appris à reconnaître. Et si on est familiarisé avec un vin, on va venir l'acheter un peu plus. Et ça, on l'a bien expliqué ce matin. Donc, vraiment, il faut forcer l'éducation sensorielle, en particulier des populations qui sont consommateurs de vin. Et je pense que la Chine a vraiment besoin d'éducation sensorielle à la française. La française, c'est le haut de gamme, on nous a expliqué. Il faut que le haut de gamme, ça passe aussi du point de vue pédagogique. Alors, Caroline, vous partagez cette indignation, c'est-à-dire, est-ce que vous avez eu, d'abord, de quelle manière vous avez reçu une éducation sensorielle dans votre formation, et puis ensuite, est-ce que vous pensez que la France est sous-éduquée de ce point de vue-là ? Alors, l'éducation sensorielle, elle débute bien avant la formation, le lycée hôtelier que j'ai fait. Je pense que c'est effectivement une mémoire. On a chacun nos tiroirs de mémoire olfactive. Et ensuite, effectivement, au lycée hôtelier, en tout cas en mention sommellerie, c'est une formation que j'ai suivie. On avait différents exercices avec des produits. Alors c'est vrai qu'on avait aussi le nez du vin, mais je crois que ça s'altère aussi un peu. Et puis ce sont des arômes en fait chimiques, donc on essayait un petit peu avec les deux. Donc on a essayé de s'entraîner sur des produits et d'élargir ce panel pour essayer de trouver de plus en plus de mots possibles. Et ça, je l'ai remarqué aussi parce que j'ai eu une expérience à l'étranger, à Dubaï, et j'ai dû former des sommeliers à l'étranger, et on était confrontés à ce problème de culture justement, où des Philippins ou des Indonésiens que je devais former au vin, qui connaissaient rien au vin, ne connaissaient pas la groseille ou la mûre. C'était des fruits rouges que je citais dans les vins, et ils me disaient mais qu'est-ce que c'est, on ne connaît pas. Et bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué à Dubaï suivant les saisons pour trouver ces fruits-là, donc j'ai fait venir le nez du vin là-bas, et puis au fur et à mesure ils ont apprivoisé ces odeurs, et à la fin, au bout d'une année de cours, ils ont pu avoir un vocabulaire en tout cas sur les arômes un peu plus élargi, plus différent grâce à une formation. Mais c'est vrai que tout passe par la formation, et il est vrai qu'on a vraiment très peu de cours de formation en France, et beaucoup de clients au restaurant sont un peu désemparants, dire mais je sais pas, très souvent on me dit j'arrive pas à reconnaître tous ces arômes que vous citez, c'est impossible. Et puis une fois que je dis
un ou deux parfums prédominants que je sens dans le vin. Ah mais oui, bien sûr, ça sent ça, vous avez raison, mais j'arrive pas à le percevoir, j'arrive pas à mettre de mots dessus parce qu'on n'est pas du tout formé à ça. Et c'est vrai que c'est un grand problème et ça fait partie de notre patrimoine. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Ouais. D'accord, très bien. Et alors, ce que vous me disiez aussi en préparant ce petit débat, c'est que il y avait les odeurs agréables du vin. Donc, on parle beaucoup des odeurs agréables. On a partagé tout à l'heure des odeurs agréables, mais il y a aussi des odeurs désagréables. Oui. Si vous pouvez nous en dire un peu plus pour nous réjouir déjà, peut-être. Alors oui, c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a cette façon aussi de déguster les vins très analytique et les œnologues sont aussi là pour percevoir les défauts du vin. Je pense que moi, mon métier, c'est de partager un plaisir et de donner envie aux gens de goûter les vins. Donc, il est préférable que les arômes soient agréables. Mais il arrive d'avoir des odeurs de réduction, comme on appelle ça, le goût de bouchon aussi, des odeurs de poussière. Alors, le bouchon peut amener autre chose que simplement le TCA, mais des petites déviances qui font que la bouteille n'est pas parfaite et quand on prend deux bouteilles l'une à côté de l'autre, elles n'auront pas exactement les mêmes expressions. Donc il y a ces arômes-là. Alors voilà, la réduction part avec un peu d'oxygénation. Donc on a aussi des astuces pour que ces arômes puissent s'améliorer. Mais dans certains vins, effectivement, les arômes déviants restent et font que le vin n'est pas agréable. Ça vous est jamais arrivé sur des grandes bouteilles, hein? Il existe des défauts sur les grandes bouteilles aussi, oui, bien sûr, ça arrive. Donc là, c'est plus embêtant parce que le prix est pas le même, donc c'est un peu plus délicat, mais ça arrive. Alors, Gabriel aussi, alors ce qui est intéressant, c'est que avec vous, on peut rentrer dans le cerveau des sommeliers. Alors, il faudrait que vous m'expliquiez ça, parce qu'il paraît qu'il y a des études qui ont été menées, j'allais pas dire des expériences, des expérimentations sur le cerveau des sommeliers. Et alors, il se trouve que Caroline, d'ailleurs, a eu cette expérimentation au CHU de Besançon. Alors, on peut peut-être commencer par Caroline. En 2010, mais c'est vrai que c'était pas sur... On était 40 cobayes, donc 20 sommeliers, et on avait chacun un binôme. Donc, on était 40 personnes en tout à participer à cette expérience, et je crois que les résultats vont bientôt paraître. Mais alors, comment ça se passait ? Alors, on a été amenés pour une journée au CHU de Besançon, et on a été placés dans des IRM. Donc c'est vrai que c'est une ambiance assez spéciale pour un sommelier ou un dégustateur et on nous a en fait injecté du vin par un tuyau dans l'IRM. C'est une dégustation assez insolite et en fait on nous demandait de répondre à des questions. Je crois qu'on avait un curseur dans la main, il me semble, si je me souviens bien, parce que ça fait un petit boîtier. Donc on nous posait la question, est-ce que vous pensez que c'est un vin blanc ou un vin rouge ? Est-ce que vous pensez que c'est un vin de Bordeaux ou de Bourgogne ? Enfin, on nous posait des questions assez précises. On nous a injecté plusieurs vins comme ça dans l'IRM. Et puis, est-ce que vous pensez que vous avez déjà goûté ce vin avant dans l'expérience ou pas ? Et du coup, ils ont analysé les résultats. Je pense que c'est dans un journal spécialisé, scientifique, qui va sortir cette étude très bientôt. D'accord. Et Gabriel, vous avez déjà procédé à de telles expérimentations, j'allais dire, expériences ? J'ai oublié de dire, mais je crois que en fait, cette recherche a permis, en tout cas, le résultat principal, c'est de faire des recherches pour vaincre la maladie d'Alzheimer. Et je crois que c'est assez positif. Le fait de boire du vin peut nous éviter d'avoir Alzheimer trop tôt. Alors, effectivement, il y a une morale positive un peu dans ces études qui n'était pas du tout imaginée au départ. Hein. Les gens n'avaient pas imaginé ça. Le premier résultat qui a intéressé ces chercheurs, notamment lyonnais, l'équipe de Jean-Pierre Royer à l'Université de Lyon et des gens de Besançon aussi, c'est quand même fascinant de dire, est-ce que le cerveau d'un sommelier, est-ce qu'il est différent du mien ? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent ? Et si oui, est-ce que les années d'expérience de sommellerie sont aussi capables d'indiquer quelque chose qui progresse ? Est-ce que nous, tous, on est capables de devenir sommelier ici ? La réponse est probablement oui. Ce que les gens ont observé, premièrement, ils ont observé que dans le cortex olfactif, donc là où on crée les mémoires olfactives, un sommelier, quand il sent une odeur, il a une activation dans le cortex olfactif qui est différente d'une personne naïve, et qui est beaucoup plus fine et petite par rapport à un naïf qui a une activation qui est beaucoup plus grossière. Et comment on interprète ça ? Donc on aurait pu imaginer la chose différemment. Quelqu'un qui a un super nez, il va avoir une activation dans le cerveau plus forte. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. On a une activation qui est plus faible. Et ça, on l'interprète comment ? On estime que le cortex olfactif, il a donc une représentation qui est plus précise, où il y a moins d'interférences avec d'autres odeurs,
et donc aussi une capacité de stockage qui est plus grande. Si j'ai des représentations qui sont plus petites, je peux stocker plus d'informations. Donc il y a une optimisation du codage des mémoires dans le cerveau des sommeliers. L'autre paramètre qui a été vraiment la grande découverte, c'est qu'ils se sont dit, bon, l'activation, c'est une chose. Est-ce qu'on peut voir du point de vue anatomique si on voit des différences? Vous avez peut-être déjà tous entendu parler de cette première expérience qui a été faite dans les années 90 sur le cerveau des taxis londoniens. Notre ami anglais ici pourra peut-être nous le confirmer. Les taxis londoniens, on a rapidement remarqué que leur partie du cerveau qui est importante dans le codage spatial était surdimensionnée chez cette profession particulière. Est-ce que chez le sommelier, c'est pareil? Eh bien, on voit justement qu'il y a une des régions du cortex olfactif et du cortex orbitofrontal qui est un petit peu augmentée. Et cette augmentation, elle est fonction de l'expérience de la personne. Et chose qui est intéressante, c'est que si on compare avec des personnes naïves, on va dire, on voit que la taille de cette zone, avec l'âge, régresse. Alors que chez le sommelier, elle augmente. Et le message, c'est que la stimulation olfactive, et en particulier celle qui émerge avec le vin, puisque c'est un produit qui est extrêmement riche, extrêmement raffiné, va stimuler l'activité du cerveau et va permettre de conserver des structures qui vont progressivement dégénérer. Et c'est là le lien avec la maladie d'Alzheimer, des maladies où il y a des problèmes de neurodégénération, des neurones qui disparaissent. La stimulation olfactive va permettre de faire survivre ces neurones et de les maintenir en vie, voire même de les sélectionner et d'en faire produire un peu plus. Donc c'est un bon message, c'est que la stimulation olfactive de notre cerveau va nous permettre, dans certaines régions particulières, de maintenir et de protéger notre cerveau, en particulier dans des contextes où on commence à avoir des problèmes neurodégénératifs. Et la transition sera bonne avec monsieur Riflet, Enfin, qui nous parlera justement de... On n'est pas encore dans la transition, calmons-nous. Donc, non, mais Mais qui nous expliquera aussi là-dessus. qu'il y a un autre aspect du vin qui peut être aussi positif, pas seulement sur le cerveau, mais sur d'autres parties. Voilà. D'accord. Très bien. Mais enfin, cela dit, on peut commencer déjà à prendre quelques questions dans la salle, parce que j'imagine que vous avez, voilà, David. Faire une remarque aux deux intervenants d'ailleurs. Votre souhait d'étendre le savoir français vers l'Orient est très louable. J'ai un bémol à poser sur votre manière de le présenter et je crois que vous, mademoiselle, il y a une petite erreur dans votre démarche. Vous avez voulu imposer un champ de référence européenne, française en l'occurrence, mais peu importe, en matière de fruits. Or qu'au fait, pour bien passer le message essentiel, il faut utiliser le champ de référence des fruits et des légumes qui poussent en Chine, au Japon ou en Indonésie. Oui, c'est ce que j'ai fait en fait. Bah voilà, je pense que vous l'avez moi, je fait. ne connaissais pas la mangostine, le rambutan, tous ces fruits exotiques. Au fait, la que leçon, je ne c'est d'aller connaissais pas. sur le marché et acheter tous les produits et s'imprégner de ça. Mais qui étaient disponibles là-bas. Donc, en fait, tous les produits exotiques, enfin que nous on appelle exotiques, étaient disponibles là-bas. C'était les produits européens ou de l'hémisphère nord qui n'étaient pas disponibles. Donc, c'est dans ce sens-là. Si j'avais été en Suède, ça aurait été l'inverse. Mais en l'occurrence, c'était un échange aussi. Bien sûr, moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai aussi moi-même élargi. Je parlais de la formation que je leur ai apportée, mais eux aussi, en échange, m'ont appris beaucoup et j'ai aussi pu élargir mon champ olfactif, bien sûr. C'est des expériences très intéressantes. J'ai dû former une fois des gens qui ne buvaient pas du tout de vin à Kuala Lumpur, en haut d'une tour, et ils étaient tous musulmans. C'était un sacré challenge, mais intéressant. Et juste pour rebondir là-dessus, parfois on a des arômes qu'on ne connaît pas, enfin des termes qu'on ne connaît pas, voire même on peut les interchanger. En Chine, il y a un exemple assez connu, l'arôme pour nous qui est de fraise, de marin des bois par exemple. Quand on fait sentir ça à un Chinois de Pékin ou de Shanghai, il va vous répondre ananas. Et vous dire mais ça n'a rien à voir. Et pourtant eux, en fait, cet arôme-là, en fait, il y a un arôme commun entre la fraise et l'ananas qu'on a bien identifié, mais pour eux, ça leur évoque l'ananas. Donc vous voyez, on peut même interchanger des arômes et ça montre bien l'importance de la culture. Il y a un compromis à trouver, il faut que tout le monde puisse parler le même langage, c'est l'idéal quand on veut parler de vin, mais en même temps on a tous des expériences différentes, des cultures différentes, et des contextes olfactifs différents. On a appris à reconnaître une fraise, et puis d'autres personnes ont appris à apprendre un ananas, et ça c'est toute la complexité de la richesse des odeurs, et on tombe vraiment là-dessus, et vous avez tout à fait raison. Alors justement, je voudrais faire une petite incise parce que c'est vrai que notre perception olfactive est fonction du contexte local, du culturel,
régional, terroir, enfin, mais aussi du contexte historique. Alors c'est pour ça que Alain Corbin devait venir ici, et ça aurait été intéressant d'avoir le témoignage d'Alain Corbin, même s'il ne cite pas une fois le mot vin dans son livre Le miasme et la jonquille, mais c'est un livre, je vous invite vraiment à le lire, parce qu'il est magnifique sur l'histoire des odeurs et des parfums à travers les âges. Mais vous pouvez peut-être nous raconter comme ça la différence de perception qu'on peut avoir en fonction de l'histoire, en fonction du contexte historique des odeurs. Oui, je vais essayer, mais la personne qui serait le mieux à même de le faire, c'est des personnes qui vont chercher à comprendre les odeurs du point de vue historique. Je pense notamment à Monsieur Pitt, qui est ici dans la salle, qui pourrait peut-être aussi répondre à cette question s'il veut. Le livre d'Alain Corbin, il est magnifique dans le sens où il montre vraiment bien comment des stratégies un peu hygiénistes ont interagi à une époque de notre histoire française, on va dire occidentale, pour nettoyer certaines odeurs et mettre des odeurs vraiment, associer des odeurs vraiment à des concepts négatifs et associer d'autres odeurs à des concepts positifs. Et en fait, on voit bien qu'ici, il y a une représentation olfactive que nous tous ici on a, qui est propre à notre expérience, mais finalement on a aussi une représentation sociale des odeurs et historique, c'est-à-dire qu'il y a des odeurs qu'on a classifiées comme étant mauvaises parce que l'histoire des événements et l'histoire l'époque hygiéniste un peu qu'il y a eu au niveau du XVIIe, fin XVIIIe siècle, justement a sculpté notre représentation olfactive. Et c'est intéressant de voir, j'aimerais l'avis un peu de notre sommelière sur le fait que certains arômes qui étaient perçus comme étant mauvais un petit peu, des arômes fermentaires, etc., aujourd'hui on a un retour un petit peu peut-être dans les vins nature, on a des arômes qui sont parfois perçus comme mauvais, qu'on essaie de réintroduire. Ou en tout cas de sensibiliser un peu ces arômes. Juste, Caroline, avant, Jean-Robert Pitt, vous voulez un petit peu développer cet aspect qui est toujours très intéressant, puisque vous avez été interpellé par Gabriel là-dessus. Non, je suis fasciné par ce que j'entends, parce que quand on a fait ce colloque il y a plus de 10 ans auquel participait Alain Corbin, qui s'appelait Géographie des odeurs, des parfums, des atmosphères, que vous devez connaître, qui avait été publié chez l'Harmattan à l'époque, on explorait, surtout en géographie, un champ totalement nouveau. Mais là, maintenant, je m'aperçois en vous écoutant, malheureusement, je ne vous ai pas encore lu, mais je vais me précipiter sur vos travaux, qu'il y a des fondements scientifiques, biologiques, neurologiques à tout cela, et en même temps, vous avez cette ouverture sur le culturel. Vous avez parlé de la dimension historique avec Alain Corbin, donc c'est vrai qu'on peut modifier notre perception des odeurs par l'éducation, et évidemment, donc là, ça renvoie à la sociologie, à l'histoire, à la géographie, à l'anthropologie, à toutes les représentations, et je pense qu'il y a un champ inimaginable. Ce qui me fascine, vraiment, je suis admiratif parce que je n'avais jamais entendu ça, c'est la richesse de ce sens olfactif que toute l'histoire, je ne sais pas si notre ami philosophe est encore là, peut-être, je ne sais pas, non, il n'est pas là, mais toute l'histoire a au contraire négligé l'odorat. L'odorat est passé pour le sens le plus animal, le plus vulgaire, le plus rustique, alors que c'est un sens d'une richesse incroyable et qui fait que nous sommes, me semble-t-il, à la fois des bêtes, mais aussi des anges. Parce que quand on s'aperçoit que ce sens qu'on a toujours jugé animal, les chiens qui se reniflent, etc., et en même temps que c'est celui qui est le plus représenté dans notre cerveau et le plus riche, moi je tombe des nues, si je puis dire, et avec beaucoup d'admiration. En plus, merci, pardon de le dire, mais pour ce sens pédagogique. En plus, vous êtes chercheur, pas prof. Vous n'êtes pas prof, vous devriez arrêter la recherche, il faut faire de l'enseignement. Parce qu'il y a tellement de profs qui ne sont pas bons. Bien. Et juste, à l'un ou à l'autre, est-ce qu'il y a des bonnes odeurs qui sont devenues mauvaises dans l'histoire, et inversement, est-ce qu'il y a des mauvaises odeurs qui sont devenues bonnes? Ça existe, ça ou... Justement, sur tous ces arômes un peu de fermentation, qu'on a vite placés comme étant des odeurs qui pouvaient trahir des bactéries, et donc, à l'époque de Pasteur, bactéries égale danger, etc. En fait, le vin, c'est quand même complexe, puisque c'est quand même une tambouille avec plein de bactéries et de levures, etc., et de microbes. Alors Pasteur, il a aussi étudié ça. C'est comme ça qu'il a découvert d'ailleurs l'objet qu'il a essayé de combattre ensuite. C'est ça l'ironie du sort. Et moi, je trouve ça assez intéressant de voir aussi les odeurs comme étant un prisme pour lire dans l'histoire, et pas seulement pour lire dans l'objet sensoriel qu'on est en train de sentir. Donc Caroline. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que
ce qui est vraiment aussi fascinant avec le vin, c'est qu'on n'a pas une image fixe dans les odeurs. Les odeurs évoluent en fait, les arômes évoluent. Donc on peut avoir un vin, effectivement, je le disais tout à l'heure, très réducteur, très fermé au départ, et puis 10 minutes après, il se révèle et ça se passe beaucoup mieux. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter au premier nez, il faut toujours essayer d'aller un peu plus loin et de chercher. Il y a une évolution olfactive qui se fait, bien sûr, donc il faut parfois être patient. Y a-t-il d'autres questions, monsieur? Donc si on peut lui passer un micro, voilà, merci bien. Ce que je regrette, c'est souvent le formatage des experts qui font croire aux gens qui ne sont pas des grands spécialistes qu'il faut sentir telle chose ou telle autre et qu'il faut l'appeler de telle manière ou de telle autre. Alors qu'il y a quand même beaucoup plus de liberté normalement dans la dégustation et qu'on peut nommer les sensations ou les odeurs d'une autre manière qu'avec les traditionnels qualificatifs plus ou moins imposés par les experts et les spécialistes. Juste une petite anecdote comme ça, j'ai le souvenir d'une belle dégustation où il y avait, c'était pas la première bouteille évidemment, mais il y avait un vieux Bourgogne 72 avec vraiment des tertiaires qui étaient sur les huiles chaudes, le cuir, etc. Et il y a un dégustateur qui a dit « Taxi de la Marne, banquette avant ». Et c'était quand même plus sympathique que les choses qu'on aurait attendues autrement. Ou sur des rouges, des vieux sofas de velours, de bordel de la fin du 19e siècle, vous voyez. On a quand même aussi une grande liberté pour parler du vin et de la dégustation parfois. Caroline, ça c'est une très bonne question, c'est-à-dire puisque on est dans des sociétés où tout est un peu formaté, est-ce que votre odorat, vous sentez qu'il est formaté par des goûts particuliers? Est-ce qu'on conduit votre expertise en fait en conduisant votre odorat? Je pense qu'au fur et à mesure de l'expérience, justement, non, on essaye de trouver nos propres odeurs, et puis il faut être ouvert effectivement aux sensibilités de chacun. C'est vrai que les familles ou les bouquets d'arômes sont les mêmes, et après les parfums spécifiques sont propres à chacun. Donc on s'affine effectivement. C'est vrai que notre cerveau peut-être cherche de plus en plus, et c'est un travail qui va. Mais il n'y a pas de formatage. De grands complots du formatage, si on peut dire. Pour moi, non. En tout cas, j'ai jamais été confrontée à ça, et au contraire, j'ai toujours eu une liberté d'expression, et j'ai pas été, je pense, formatée au niveau de l'odeur. S'il vous plaît. J'aimerais juste commenter un peu ce point-là qui me paraît très pertinent. En particulier, ce matin, on a appris que les consommateurs étrangers étaient plus des buveurs d'étiquettes, mais surtout des buveurs de contre-étiquettes, et qu'ils aiment lire à l'arrière de l'étiquette les arômes du vin. Et c'est vrai que sur une contre-étiquette, si je vois écrit en tous les commentaires de dégustation de Jacques Dupont, pour moi, ça va être incompréhensible. Pour un commentaire... Pardon, vous entendez bien? Excusez-moi. Donc si je lis sur une contre-étiquette tous les commentaires de Jacques Dupont, je vais avoir du mal à comprendre un peu le vin, surtout si je suis un naïf. Alors qu'il faut trouver des termes qui parlent à tout le monde, et on retombe sur les problèmes de langage, comment exprimer le vin simplement. Il est bon, il n'est pas bon, on ne va pas très loin avec ça. Mais après, des termes trop techniques non plus, ça piège le consommateur. Donc il y a un vrai travail ici de linguistique peut-être, aussi en tout cas de compréhension pour essayer de transmettre des valeurs du vin sur une contre-étiquette. C'est pas évident du tout, et c'est culturellement sculpté aussi. Oui, deux remarques qui vont appuyer. D'abord, merci à M. Rosen de sa remarque tout à l'heure, parce que ça me rappelle une anecdote lorsque je travaillais pour un journal maintenant défunt avec Michel Guillard qui s'appelait L'Amateur de Bordeaux. Je me souviens très bien du sociologue Claude Fischler, grand amateur de vin, qui en décrivant un château Greux-la-Rose, je ne sais plus quelle année, je crois que c'était 53, il a dit MGA 1959 en plein soleil, la banquette. C'est tout à fait la même chose. Il y a un danger, et il y a un vrai danger du formatage de mots. Et quelque part, je pense qu'on se heurte à une espèce de mur de planque, de l'impossibilité de communiquer ce qui est éminemment personnel. Et essayer de formater en disant ça sent le fruit jaune, ok, c'est la limite absolue. Mais quand on commence à dire la pêche mûre ou la fleur de bourgeon de cassis, c'est complètement stupide à mon sens, puisque ça parle à combien de personnes? C'est incompréhensible pour la plupart des gens qui n'ont jamais senti un fleur de bourgeon de cassis.
Donc là, il y a cette limite absolue dans la communication. Donc je crois qu'il faut rester dans le général. Autrement dit, est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse que parler des arômes, c'est parler de soi, plutôt que de parler du produit? Répondez très vite, s'il vous plaît, parce qu'il y a Jocelyne Perra et Jean-Robert Pitt qui veulent intervenir. Il y a juste deux solutions à votre problème. Soit il y a le spectre démocratique et on abaisse les mots pour que tout le monde puisse comprendre, et là on perd de l'information. Soit on éduque les gens. On éduque les gens de manière olfactive pour qu'ils apprennent ce nouveau langage, comme on apprend une nouvelle langue. Et il faut trouver un équilibre entre ces deux-là. Je n'ai pas la solution, mais personnellement, je dirais plutôt sur le volet pédagogique. Madame Perra. Oui, la traduction en neurosciences d'une dégustation, bon, c'est ce que vous avez dit, c'est pour la même pour tous les hommes ou les femmes, hein, enfin, avec des petites différences. Je voudrais évoquer ici, comment faites-vous dans un jury international, sachant la difficulté qu'il y a de traduire les impressions des dégustateurs dans les différentes langues, traduction qui inclut la culture, le trajectoire culturel, la culture du pays, etc. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à résoudre? Parce qu'en plus, il y a parfois, les dégustations apparaissent sur Internet, donc c'est de l'écrit. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à contraindre cette difficulté qui est réelle, puisque nous, on a une équipe qui travaille sur les mots du vin, sur 3 langues différentes, avec ces difficultés. Caroline, vous voulez répondre? Je trouve qu'en voyageant un peu dans les différents pays, c'est vrai qu'il y a vraiment un vocabulaire et une expression très différente dans les pays latins, en Allemagne, dans les pays anglo-saxons. Et force est de constater que ce sont des approches assez différentes, hein, des sensibilités assez différentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de langage vraiment commun pour décrire un vin. On a des méthodologies qui sont assez différentes, c'est clair et net. On n'a pas de langage international du vin. Il y a des personnes comme Frédéric Brochet qui ont essayé de répondre à cette question. Ils ont pris des commentaires de dégustation de plusieurs pays. Et ils ont passé ça à la moulinette dans un algorithme mathématique qui s'appelle Alceste, qui a permis d'essayer de classer les mots avec leur proximité. Et ils voient qu'au final, les descripteurs qu'il y a en commun entre les différentes cultures, c'est des termes plutôt couleur, rouge, blanc, j'aime pas, et après des termes quand même comme boisé ou floral, fruit. Mais après, rapidement, la précision et la précision du terme devient de plus en plus faible. Donc ce qui parle le mieux, c'est la couleur, et après c'est j'aime ou j'aime pas. Donc c'est le caractère hédonique. Et ça, c'est compliqué. Hein. Jean-Robert Pitt. Juste un mot, je voudrais simplement vous suggérer à propos des vins, puisqu'on parle de vin quand même aujourd'hui, de vous référer à la poésie. Les Japonais ont un art poétique exceptionnel qui s'appelle le haïku, où en 5 mots et une très belle calligraphie, on arrive à exprimer un millier d'impressions. Je pense que du point de vue de la neurologie, ça va être passionnant d'étudier ça. Et je me dis, je vous pose une question à la salle, qu'est-ce que vous mettriez comme vin sur les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone? Peut-être un Musigny 1949, vieille vigne de Vogué, peut-être quelque chose comme ça. Coulée de Serran plutôt pour moi. Coulée de Serran, ben voilà. Ben on n'a pas la même culture, mais c'est très bien. Mais on peut peut-être mettre les deux, commencer par une coulée de Serran et finir par un Musigny. Bon, eh bien, puisque vous parlez de poésie, on va y rester. Hein. J'appelle donc Jacques Dupont à nous rejoindre et qui va présenter. Donc, est-ce que je peux dire un petit mot quand même, mais tu as tous les droits ici, Jacques, hein, tu sais bien. Par rapport à ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a tous notre propre référentiel et qui fait appel à notre mémoire, à nos souvenirs d'enfance, à des choses que les gens n'ont pas toujours, qu'on n'a pas forcément en commun, comme disait David. En même temps, moi, je pense qu'il faut être un peu pédago là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut inciter les gens à aller sentir la feuille de cassis, qui ne sent pas du tout comme la baie de cassis, qui ne sent pas du tout comme la gelée de cassis, qui ne sent pas du tout comme la crème de cassis. Et dire aux gens, allez-y, prenez des feuilles de cassis, froissez-les dans vos mains, et vous verrez que ça ne sent pas la même chose. On parle beaucoup de minéralité. En ce moment, c'est le truc qui vient à la mode, qui cache peut-être d'ailleurs un retour à l'amertume, un retour du goût vers la bonne amertume. Mais quand on parle de minéralité, on peut inciter les gens à différencier un peu entre le côté crais qu'on va trouver sur certains champagnes, le côté crayeux qu'on peut sentir, c'est facile de la craie, le côté silex. Alors, je vois des fois des commentaires des gens qui mettent pierre à fusil.
J'avoue personnellement que malgré mon grand âge, la pierre à fusil, il y a longtemps qu'elle était oubliée quand mon père partait à la chasse. Il avait déjà un fusil avec un percuteur, il n'avait pas de pierre à fusil, et autant depuis Robin des Bois, bon, bref. Mais par contre, on peut sentir quelque chose qui s'en approche si on prend un briquet et qu'on fait tourner la pierre à briquet, ou si plus simplement, quand on se promène, on ramasse un morceau de silex, il y en a partout du silex, et qu'on passe un coup sa langue dessus. Il faut le nettoyer un petit peu avant peut-être, hein. Mais vous savez que les moines goûtaient la terre avant de planter la vigne, donc c'est pas très grave. Mais si vous passez un coup de langue sur un morceau de silex et vous le sentez après, vous avez une odeur très très forte et qui va vous rappeler certains vins. Et je pense que, évidemment, on n'a pas tous le même... Moi, par exemple, je connais l'odeur du grésil. Je sens que dans la salle, tout le monde ne connaît pas l'odeur du grésil. Pourtant, tous ceux qui ont eu un grand-père qui avait des cabanes à lapins et qui passaient un coup de grésil pour nettoyer les cabanes à lapins savent ce que c'est. Alors on peut dire aux gens, achetez une cabane à lapins, un grand-père et des lapins, mais vous pouvez aussi tout simplement vous promener sur une voie de chemin de fer. Et sur une voie de chemin de fer, vous allez sentir l'odeur du produit qu'on passe sur les traverses de chemin de fer et ça sent le grésil. Donc on va le retrouver. Mais je pense qu'il faut inciter les gens à faire travailler leur olfaction, au contraire. Si on se contente de dire j'aime ou j'aime pas, quand on commente un vin, déjà, je pense que je vais me faire virer du point si j'écris ça. Parce que ça va pas tenir longtemps. Hein. J'aime, j'aime pas, ça correspond pas. Finalement, c'est ça qu'on dit quand on commente un vin. Moi, j'ai jamais pu rentrer dans les grilles. Vous savez, dans les grilles de dégustation des jurys, il y a la vue, le nez, noté sur 4, le truc noté sur 8. J'ai jamais pu faire ça. Je commence par mettre une note globale au vin parce que c'est le j'aime ou j'aime pas. Et ensuite, quand je me suis retrouvé dans des jurys, j'évite parce que j'aime pas trop, mais quand je me suis retrouvé dans des jurys collectifs, je complète les notes en remontant. Je dis, bah oui, ça va, le visuel, c'est bon, on s'en fout, tout ça, bon. Et je mets des notes, mais le fond du problème, c'est on aime ou on n'aime pas. Mais si on aime, il faut qu'on dise pourquoi. Il faut qu'on donne envie, moi je parle là en tant que journaliste et descripteur de vin en tant que journaliste, il faut qu'on donne envie aux gens d'aller plus loin. On est là pour les éduquer, pour leur donner, d'aller chercher dans leur mémoire. Quand j'ai goûté les premiers vieux champagnes, il y a fort longtemps de ça, j'entendais les sommeliers qui goûtaient avec moi, qui évoquaient le pain brûlé, le pain rassis, la croûte de pain, la mie de pain, et je me retrouvais pas, oui, ça sent le pain, mais c'est pas ça. J'ai mis, je crois, 2 ans avant de découvrir ce que ça me rappelait, parce que c'est toujours les souvenirs d'enfance qui remontent dans ces cas-là, ça me rappelait le sac à pain. Pareil, là, si vous n'avez pas de cabane de lapin et de sac à pain, le sac à pain, c'est plus facile que la cabane de lapin. Mais le sac à pain, c'était le sac en grosse toile, là, dans lequel on mettait le pain dans les campagnes parce que le boulanger, il passait pas tous les jours avec la camionnette. L'odeur du sac à pain, elle est différente du pain rassis. Il y a cette odeur de toile, il y a une petite odeur de renfermé, et il y a une odeur de pain qui est dominante. Mais c'est ni le pain frais, ni le pain rassis, c'est encore autre chose. Sur la minéralité, pour revenir à ça, si on s'amuse un petit peu à chercher, il y a des arômes qu'on va trouver sur les vieux champagnes ou les vieux chardonnays, on cherche. Cette minéralité, c'est quoi? Ça sent pas le moisi, ça sent un peu l'humidité, et on ne sait pas trop ce que c'est. Et pour moi, ça sent l'intérieur d'une église romane dans laquelle, par bonheur, il n'y a pas eu trop de pratiquants et qu'on n'a pas trop brûlé d'encens ni de bougies. Mais quand vous rentrez dans une église, ça sent l'humidité de la pierre. Mais ça ne sent pas la cave, parce que la cave, elle sent un peu le moisi. Et cette fraîcheur qu'on peut trouver dans si vous avez une cabane à lapin, un sac à pain et une église romane, vous êtes sauvés, quoi. Merci Jacques. Un mot de conclusion peut-être, Caroline, après cet exposé savant. Tout est relatif en fait, hein, si on conclut de ce que tu as dit, tout est relatif. Hein. Voilà. Caroline. Je pense que effectivement c'est tout un travail de redonner envie, de redécouvrir les goûts. Au restaurant, on amène les casseroles en salle avec justement du homard qui est cuit dans une feuille de cassis. On ouvre la casserole devant les clients pour leur faire partager les arômes. Donc on partage les arômes de cuisine et ça c'est superbe de redécouvrir ça parce qu'on l'a, je pense, un peu oublié et c'est un beau travail à faire.